Bonsoir, bienvenue, chers web spectateurs et web spectatrices sur ma chaîne Freedom UFO. J'ai le grand plaisir et honneur de recevoir de nouveau, après de longues années, Ariane Biran. Bienvenue, Ariane. Merci pour l'invitation, Marc. Merci aux auditeurs. Et c'est vrai que ça fait un bail qu'on ne s'était pas vu sur ma chaîne. On va faire un petit bilan aujourd'hui par rapport aux 9 ans depuis l'interview de 2018 sur les droits sexuels. Et aussi, 2017, de- 2017, ah oui, même première. 2017. Oui, la première, oui. 2017. Oui, c'est Oui, vrai. oui, oui, parce que je m'en souviens très bien parce que tout le monde me refusait en fait la parole sur le sujet et que tu as été le seul au départ à me la donner. Donc je m'en souviens très très bien. Bah oui, avec grand plaisir. Et on a remis le couvert avec Judith, feu Judith Reisman. Donc là, c'était bien en 2020, hein, il me semble. Non, c'était en 2000. 19. Non, justement, je crois que c'était fin 2017-2018. En 2017, il Ouais, y a eu une première interview de 2 heures et quelques. Ensuite, ouais, je crois, soit fin 2017, soit 2018, on a fait l'interview avec Judith. Et ouais, ensuite, qui a été d'ailleurs amplement censurée et qui a disparu de tout, hein, enfin, ouais. on en reparlera. Et puis, ensuite, en 2018, on a refait une interview sur les droits sexuels de 2 heures encore. Et après, Mm. on s'est revu en 2020 pour les histoires de confinement délirant en Colombie et les conséquences sur les populations. Oui, exactement, avec ta fondation pour aider les animaux, etc., pendant cette crise nazitaire, on va dire. Oui, j'ai la date, hein, ici, c'est bien en août 2020 qu'on a diffusé, en fait, la diffusion publique de notre interview avec Judith, qui a été traduite aussi par notre ami aux États-Unis. Et Mais non, on l'a diffusé avant. Enfin, je retrouverai. Moi, je suis sûre que c'était ouais, avant. ouais, je sais pas pourquoi sur la fiche j'ai le 18 août 2020. Mais c'est pas grave. Après tu as été très active dans l'écriture, et puis aujourd'hui on va tenter d'aborder ton dernier livre que tu as coécrit avec Régis Bruno. Est-ce que tu peux nous parler de toi-même d'abord, même si les auditeurs de ma chaîne te connaissent, et également de Régis, vous avez des compétences en la matière, donc pour l'accompagnement des enfants. Oui, alors, donc, tout d'abord, ma toute première, enfin, pas ma toute première formation en soi, mais ma toute première formation en psychologie clinique, c'est dans la psychologie clinique de l'enfance. Donc, cela suppose que j'ai eu une grande clinique d'enfants. Cela suppose aussi que j'ai enseigné le développement psychique infantile, que ce soit à l'université ou dans des écoles d'infirmiers, etc., qui avaient, ou même hein, dans des institutions qui était en relation avec l'enfance maltraitée. Donc voilà, ça suppose aussi que j'ai fait beaucoup de signalements, que je connais le fonctionnement judiciaire, que je connais le fonctionnement des institutions de protection de l'enfance. Voilà, ça c'est pour poser un premier décor. Et donc en 2016, quand j'ai découvert les textes de l'OMS, je faisais partie d'une association d'ailleurs de professionnels de protection de l'enfance euh, qui a implosé justement après ma découverte des droits sexuels, parce que ça a énormément clivé, on va dire, et j'ai fait l'objet de différents ostracismes, euh, parce que la réalité est dure à entendre, et surtout, ce qui est difficile à entendre, ce sont les conséquences des connaissances que nous avons, parce qu'à partir du moment où nous découvrons un problème, si nous le taisons parce que nous ne souhaitons pas avoir de problème en tant que professionnel, eh bien, il y a des implications. Et dans l'autre sens aussi, il y a des implications puisqu'il y a des représailles. Voilà. Alors, donc, en 2016, j'ai découvert les droits sexuels de l'OMS. Ensuite, j'ai écrit le livre L'imposture des droits sexuels, donc, que j'ai désiré auto-publier. J'ai eu plusieurs éditeurs qui sont venus ensuite me demander, même me proposer de l'argent, ce qui ne se fait généralement pas, hein, pas beaucoup, en tout cas dans l'édition, qu'on vienne vous chercher pour ça. Mais donc, je sais que c'est un livre majeur et j'ai toujours souhaité conserver cette indépendance complète sur ce livre. Parce que je sais aussi comment ça peut fonctionner, une mise au placard de livres. Chez des éditeurs, surtout que je ne connaissais pas, avec lesquels je n'avais pas forcément des relations. Euh, Ensuite, donc, j'ai mené ce combat
qui m'a coûté très cher et qui divise, parce que même aujourd'hui, chez ceux qui prétendent lutter contre l'éducation sexuelle, en réalité, soit ils n'ont pas lu les textes, soit ils sont toujours dans le compromis. Hein, parce qu'aujourd'hui, il faut être gentil avec les pervers, donc c'est le mot d'ordre. Donc le compromis, c'est qu'on n'a pas le droit de dire que, effectivement, c'est extrêmement euh, euh, absurde euh, et mensonger et contraire à l'esprit du droit de réclamer des droits à la sexualité chez les enfants, puisque les enfants n'ont pas aucune maturité psychique euh, pour cette question, et toute exposition à la chose sexuelle, qu'elle soit en parole, en image ou autre, est de nature à créer des traumatismes extrêmement sévères, dont l'enfant paiera le prix ensuite dans sa vie d'adulte. Voilà. Et donc, pour revenir là-dessus, j'ai rencontré Régis Bruno, qui est pédiatre et pédopsychiatre en 2020, parce que lui aussi venait de publier un livre au sujet de ces droits sexuels de l'OMS. Alors, pas du tout de la même manière que moi, puisque moi, ce que j'ai fait, et que je suis la seule à avoir fait, puisque aujourd'hui on marche sur la tête, il y a des gens qui récupèrent mon boulot pour en faire autre chose, c'est une analyse textuelle, mais des textes internationaux, mise en regard de ce que je connais du corpus de la psychologie de l'enfant, qui est quand même un gros corpus, ce n'est pas un petit corpus, hein, c'est quelque chose. Donc, on sait que chez l'OMS, à l'OMS, justement, les psys de l'enfance, la psychologie de l'enfant a été complètement écartée. Donc, voilà, j'ai récupéré ça. Et puis, donc, Régis était tout autant inquiet, mais lui n'avait pas étudié, comme je l'avais fait dans le détail, les textes, il était plutôt sur un angle d'alerte en tant que effectivement professionnel qui a passé toute sa carrière en tant que pédiatre, pédopsychiatre, chef de clinique, expert judiciaire. Hein. Donc là, ça veut dire concrètement que, et moi aussi, hein, j'ai aussi puisqu'on a écrit Psychopathologie de la pédophilie avec ma collègue Amandine Lafargue, cette connaissance hein, des pédophiles, cette fréquentation professionnelle dans le sens où on est conduit à en rencontrer pour parfois effectivement faire des expertises. Moi j'ai travaillé dans la pénitentiaire, donc ouais, les pédophiles incarcérés, je sais ce que c'est aussi, etc. Les discours des pédophiles. Et donc c'est tout à fait d'un point de vue professionnel abouti que nous nous sommes rencontrés et que quelque part nous ne nous sommes plus quittés sur le sujet. Donc c'est très important. Et Régis, depuis des années, m'avait dit, il faut qu'on écrive absolument un livre à deux pour poser l'intégralité du problème de ces textes, de cette éducation sexuelle, et qu'on rappelle en fait le développement psychique des enfants et qu'on indique ce que pourrait être une véritable prévention. Alors, au regard des représailles diverses et variées, extrêmement violentes que j'ai pu subir sur plusieurs années, je n'étais pas très enthousiaste à l'idée d'écrire ce livre, mais en définitive, j'ai accepté parce que j'ai vu qu'il y avait une nécessité à l'endroit où tout le monde raconte absolument n'importe quoi. Hein, on a des gens qui viennent nous expliquer qu'ils luttent contre l'OMS, mais que l'enfant aurait une sexualité, ils ne connaissent ni enfin, absolument pas la psychologie de l'enfant, ni d'Ève, ni d'Adam. On a des gens qui viennent nous expliquer qu'ils luttent contre l'OMS, mais qui sont eux-mêmes en train de faire l'éducation à la sexualité. Et encore une fois, nous, on a une autre approche. Donc cette autre approche nous a aussi conduit en 2023, donc j'ai créé un colloque à Paris le 13 mai 2023 qui s'intitulait La dérive totalitaire sur les enfants. J'ai fait intervenir dans la matinée des collègues ainsi que l'avocate Virginie Darjoreca que j'ai eu la chance de rencontrer à la faveur de tout ce que nous avons vécu dans le délire Covid. Et nous avons posé tout. Et ce jour-là, nous avons décidé de créer effectivement une association dont, qui a été créé, mais qui a subi énormément de représailles avant même sa création. Donc toutes les actions que nous souhaitions mener en réalité étaient ciblées, catapultées. Il y avait vraiment des actions à faire, mais cela supposait une prise de conscience de la population, une communication qui arrive aux oreilles de la population. Alors bien évidemment, il y a une création époustouflante d'avatars pour nous empêcher, en fait, pour récupérer notre travail et le caviarder, tout simplement, et donc donner de fausses informations à la population. Donc, j'en suis sortie de l'association Honest en printemps 2024, mais Régis et moi, nous en demeurons respectivement le parrain et la marraine. Voilà, donc c'était un peu longue.
Non, non, mais c'est parfait, c'est parfait. On voit l'implication de Régis donc, sur ces sujets, tout comme toi. Et on voit bien que depuis tes dernières interventions chez moi, on va dire que la situation a empiré au niveau de l'éducation nationale, au niveau des, on va pas les appeler directement des pédophiles, mais des pervers qui sont à la tête des programmes de pseudo-prévention qui sont en fait un prétexte. La prévention est devenue un prétexte pour l'intrusion auprès des... pour casser l'innocence de ces enfants, en fait, qui... ça, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs que euh, la différence entre sexualiser un enfant et la découverte des sensations, de ses premières sensations, est totalement opposée et différente, ça n'a rien à voir. Parce que beaucoup de gens confondent les deux, en fait, et Oui, mais sexualisent. absolument, et cette Mm. confusion est entretenue, y compris par des gens pseudo-professionnels, je suis obligée de le dire, qui viennent intervenir dans les médias sur le sujet, alors qu'ils n'ont jamais eu dans leur... Ils ont beau peut-être être psychologues, et encore c'est à vérifier, hein, parce que nous avons des numéros à Delhi, donc il faut vérifier tout ça. Euh, Parce qu'il y a beaucoup d'escrocs hein, qui aujourd'hui disent être ce qu'ils ne sont pas hein, dans les médias, c'est important de le rappeler aussi qui n'ont pas les diplômes qu'ils prétendent avoir, etc. Donc, effectivement, ça demande un travail de vérification. Mais, Depuis 6 ans, on y a eu droit à une flopée d'experts de plateau, hein, mais dans on tous n'a les que ça. sujets. Mm. Mais on n'a que ça. Et quand tu grattes, ce sont des acteurs de théâtre, quoi. Donc, dans leur vraie vie. Enfin, donc, c'est époustouflant. Et à quel point on se fout de notre gueule, si je peux Mm. dire. Bon. Mm. Mais, euh, donc, mais des gens, moi, j'ai vu des psys débarquer, enfin, qui se disaient psy et qui n'ont jamais eu un enfant dans leur clinique parce que c'est une spécialisation. La connaissance du développement psychique de l'enfant, c'est une spécialisation. Hein, on ne peut pas s'improviser tout et n'importe quoi. Hein, de même que la psychiatrie est une spécialisation. La pédopsychiatrie, la psychiatrie de l'enfant, est encore une autre spécialisation. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas parce qu'on est psychiatre qu'on a quelque chose à dire de pertinent sur le développement psychique des enfants. Ça, c'est quand même important. Et que on peut nous raconter tout ce qu'on veut quand on a une clinique solide, c'est-à-dire qu'on a reçu beaucoup d'enfants de différents âges, on a une petite idée tout de même de comment ça fonctionne. Hein. Donc ça, c'est important. Alors, oui, c'est un point sur lequel Régis insiste énormément, Régis Bruno, du point de vue aussi de sa formation de médecin, c'est de dire euh, il y a une découverte sensorielle de l'enfant, c'est-à-dire que bah, il se touche, il se suce le pouce, il se gratte l'oreille, il attrape les objets, il les jette par terre. On sait bien, par exemple, on a des petits livres pour enfants qui vont tester différents types de matières, différents types voilà, de couleurs parce qu'il y a un éveil sensoriel, une curiosité naturelle chez l'enfant, et qui donc concerne l'intégralité de son corps. Il ne va pas mettre un tabou sur, voilà, sur certaines parties. Donc il se découvre. Mais cette découverte n'est certainement pas associée à quelque chose qui pourrait être de l'ordre de la sexualité. Et lorsque ça l'est, ce qui est un point très important sur lequel nous nous retrouvons tous les experts en justice qui vont faire à ces cas d'abus sexuels infantiles, c'est que quand il y a un enfant qui manifeste des conduites ou des propos sexualisés, il les a bien appris de quelque part. Parce que sinon, comment on explique que les autres enfants ne les ont pas? Et évidemment, nous, c'est un symptôme. C'est-à-dire qu'à partir de là, on va se dire, qu'est-ce qui se passe chez cet enfant? Hein pourquoi a-t-il des masturbations compulsives? Hein pourquoi dessine-t-il des objets à caractère sexuel, etc. Et on va chercher et on trouve toujours. Et ça fait l'objet de nous, ce qui déclenche un signalement. Donc, quand l'OMS nous explique dans ses textes que bah, c'est bien normal, la recherche du plaisir, etc., la masturbation infantile précoce, quand j'ai même eu affaire à des cours soi-disant de droit sexuel, hein, on explique que eh bien, le nourrisson dans le ventre de sa mère, il bande, quoi. Voilà. Or, en fait, là, il y a vraiment une problématique d'incompétence complète en anatomie, en biologie de l'enfant. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que même un petit garçon a une érection que ça a un caractère sexuel, en fait. C'est pas parce qu'ils se touchent le zizi que ça a un caractère sexuel. Ils peuvent juste avoir envie de faire pipi et avoir la vessie pleine. Enfin, là, on est chez les fous. Hein. Donc, Mm. on est chez des grands malades qui pratiquent la projection de
d'un univers qui est lié à l'adulte, hein, à l'univers sexuel, sur l'enfance dans pour qui ce n'est pas le sujet. C'est-à-dire que l'enfant, si on parle simplement de la vie psychique de l'enfant, ce qui est le sujet pour l'enfant, au fur et à mesure, il y a des âges, il y a des étapes du développement. Donc c'est aussi ce qu'on a voulu retracer dans ce livre, hein. Et selon les étapes du développement, ce qui est le sujet, c'est la question des origines, d'où je viens. Mais pas papa et maman se sont unis dans un lit pour me concevoir. C'est même pas une information recevable, c'est une information traumatique. Même Freud parlait de la scène primitive traumatique, c'est-à-dire que cette simple conception cette simple idée crée du trauma chez l'enfant. Donc c'est pas concevable en fait. Donc on est dans quelque chose où c'est la plus grande des confusions. Et à chaque fois, on a cette idée, il faut employer les mots juste pour l'enfant. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On ne tient absolument pas compte de l'univers infantile, de l'imaginaire infantile. Précisément, il y a toute une sorte de protection psychique chez l'enfant pour qu'il ne soit pas confronté à ce qui est de l'ordre d'une violence traumatique ingérable. Je parle sur le plan psychique. Et le plan psychique, c'est encore une fois ce que l'OMS a écarté. Donc encore une fois, est-ce que c'est parce que, par exemple, une jeune fille a ses règles qu'elle est prête à une sexualité? Ah non. Donc, parce qu'il y a des confusions en plus sur le plan. Donc, ce n'est pas parce qu'on a un développement hormonal, il peut y avoir des pubertés précoces, hein, des jeunes filles qui ont. Des petites filles même, qui ont leurs règles à 9 10 ans. Est-ce qu'elles sont prêtes à une sexualité? Donc, de quoi nous parle-t-on? Ce qui doit primer, c'est la protection psychique des enfants, leur intégrité psychique. Donc, émotionnelle, affective, un développement serein, sécurisé, etc. Et comme je l'avais déjà dit d'ailleurs à Judith Treisman qui m'avait posé la question, on a même chez Freud, hein, chez Freud, ah, c'est cet avertissement qu'il ne faut surtout jamais sexualiser un enfant parce qu'on le rendrait inéducable. Inéducable. Parce qu'il serait complètement pris dans une obsession qu'il ne sait pas gérer. Voilà. Non, mais c'est ça, c'est un consentement inventé par l'adulte. C'est un mot d'adulte en fait. Le consentement, c'est aujourd'hui le thème central de leur programme. C'est faire consentir. De toute façon, pas que les enfants, hein, ils veulent faire consentir les adultes à tout leur programme pervers, que ce soit le pique-nique de masse obligatoire pour tous, porter le masque, sexualiser nos enfants. Enfin bref, on est consentir à la guerre, consentir à donner vos derniers deniers pour payer votre facture d'électricité, mais pendant ce temps-là, ils vont construire des pistes de ski. C'est les Saoudiens peut-être qui nous écoutent, parce que je voulais parler des pistes de ski en plein désert. Donc voilà, on marche sur la tête. En fait, c'est tout et son contraire. On nous ordonne de consentir à des choses qui sont complètement inversées, quoi. Donc, mais c'est la même chose pour les enfants qui sont Oui, dans un contexte de guerre, hein, on va le dire. Tout de suite, hein, par exemple, on avait parlé de Disney avec Judith Reisman à l'époque. On voit bien que les enfants Disney, toutes ces vedettes qui ont été formées, qui étaient d'abord des petits enfants qui travaillaient pour Disney, sont devenus comment dire, des Lolita ou comment dire, des adultes qui ont été abusés petits, comme Britney Spears, comment il s'appelle, Justin Bieber, etc. On voit bien qu'ils n'ont pas seulement pactisé avec le diable, mais qu'ils ont été pervertis, abusés, tout petits, dissociés. On va dire que un contexte de dissociation par le traumatisme, en fait. Et c'est exactement ce que veulent ces pervers en généralisant l'éducation sexuelle dès la naissance, quoi. Pour eux, dès que l'enfant naît, c'est une usine à louche, quoi, quelque part. et puis on pourrait rajouter quand même, et ce sur quoi nous avons énormément insisté dans le colloque du 13 mai 2023, puis après dans des livres, hein, avec évidemment qui n'ont Virginie Darjorica a écrit un livre sur l'éducation sexuelle, évidemment, t'es invité nulle part, parce que ce qu'elle a à dire, c'est tout de même extrêmement important, c'est que tout l'édifice est illégal et qu'il y a des lois qui expliquent que précisément qu'est-ce que ça veut dire une minorité sexuelle, c'est qu'il n'y a pas de consentement. Donc qu'est-ce qu'on vient nous raconter? Une histoire de consentement, là où le droit pose par principe qu'il n'y a pas de consentement. Pourquoi? Parce que l'enfant n'a pas la maturité de consentir à quoi que ce soit. Mais on voit bien qu'avec l'OMS, et on l'avait vu, il y avait l'histoire de citoyenneté sexuelle, enfin un truc qui tient pas debout. Depuis quand la vie politique se mêle de ce qui se passe dans notre lit? Enfin, je vais dire, il y a quelque chose qui ne tient pas debout du tout. Et en outre, il y a un autre point extrêmement illégal de ces textes, c'est qu'ils contreviennent à la Convention internationale des droits de l'enfant,
Donc il faut bien comprendre qu'il y a une hiérarchie des normes juridiques, c'est-à-dire un décret ne vaut pas la Constitution ne vaut pas un texte international. Voilà, et cette hiérarchie, bon, ben, on fait comme s'il n'existait pas, mais par exemple, dans la Convention internationale de l'enfant, il est bien spécifié que euh, les parents choisissent l'instruction de leurs enfants. Or là, dans ces textes et dans ces programmes, parce que j'ai regardé ces programmes, sont-ils écrits par des professionnels de la psychologie de l'enfant? Ben, pas du tout. Ils sont décrits par soi-disant d'anciennes victimes. Alors déjà, en termes de neutralité, hein, est-ce qu'elles sont vraiment sorties d'affaires ou pas, sachant qu'on sait que parmi des anciennes victimes, il y a aussi des prédateurs qui sont devenus prédateurs, hein, donc déjà c'est un premier problème, mais certainement pas des professionnels. J'ai eu beaucoup de psychologues qui se sont plaints de ce que l'ancienne éducation à la sexualité ben, leur avait été retirée hein, au profit d'idéologues, d'associations, etc. Donc il n'y a plus du tout la contenance et la déontologie professionnelle pour savoir exactement ce qu'on fait, comment on le fait hein, auprès de l'enfant. Euh, et ensuite, dans ces textes, il est marqué que si les parents sont réfractaires, eh bien, ils seront signalés aux services sociaux. Donc on voit bien qu'on est dans une illégalité complète par rapport à la Convention internationale de l'enfant. J'ai eu d'autres avocats qui me l'ont confirmé. Donc on est bien sur un point d'opposition grave, de paradoxe juridique. Et puis, j'ai eu plusieurs cas là, récents. On sait que l'instruction à domicile maintenant est complètement persécutée, hein. Des gens qui avaient des félicitations dans leur dossier, etc., maintenant sont sommés de remettre leurs enfants à l'école. Nous avons vu cette évolution qui est l'obligation de scolariser l'enfant à l'âge de 3 ans, ce qui n'a aucun sens hein, du point de vue de la psychologie de l'enfant. Aucun sens. Et j'en ai parlé avec plusieurs pédiatres, pédopsychiatres, psychologues des enfants. Au contraire, à 3 ans, on est encore très dans les jupons de sa mère et on a besoin d'y rester, hein, l'affectivité familiale, le côté... voilà, donc ça, on a vu aussi ce point-là. On voit aussi tous les scandales avec le nombre de prédateurs sexuels qui émergent dans les écoles maternelles, etc. Ça n'arrête pas. Et pour certains, eh bien, on leur avait pas demandé, ou en tout cas, le casier judiciaire était déjà rempli. Donc, enfin, on voit bien qu'il y a quelque chose qui marche sur la tête et qui dysfonctionne totalement. J'avais une autre chose à dire. Ah oui, j'ai eu un cas, par exemple, de parents placés en garde à vue pendant 48 heures parce qu'ils avaient été dénoncés par leurs voisins pour être contre l'éducation sexuelle. Or, c'est un édifice qui est illégal. Je veux dire, donc, et c'est exactement ce point-là, je pense, sur lequel nous avons appuyé, qui était le plus sensible, hein, parce que il fallait absolument modifier les comportements des enfants par l'effraction traumatique, donc que ces enfants finissent par avoir des conduites sexualisées par imitation ou parce qu'ils ont appris à l'école, etc., de manière à modifier progressivement la coutume et donc à terme le droit. Et Judith Reisman en avait également parlé. Voilà. Donc, en fait, pour résumer tout ce que tu viens de dire, c'est plus une éducation, c'est pas une prévention comme ils le prétendent, c'est une intrusion institutionnelle dans l'intime. L'enfant, il n'est pas du tout, il est plus protégé du tout, il est exposé. Donc, on le fait aller le plus tôt possible à l'école. On le soumet à une éducation qui est devenue de plus en plus tordue et perverse. Euh, et puis, bon, on va pas parler des vaccins, mais c'est un thème qui fâche. Mais tu ne peux plus mettre ton enfant à l'école sans qu'il ait toutes ces doses quoi, de poison. Les préconisations de l'OMS, on voit bien que l'OMS n'agit pas pour le bien commun quand tu commences à creuser tous les sujets. Parce que tous les sujets d'empoisonnement, que ce soit psychique ou physique, l'OMS les promeut. Donc, il y a un moment, c'est pas une prévention, c'est une normalisation précoce de leur programme pervers, en fait, auprès des parents. Les parents sont diabolisés dès qu'ils se réveillent à ce système. Alors que bon, la plupart des parents sont complètement endormis, il faut avouer, hein. Il y a très peu de parents. C'est comme quand il a fallu combattre les masques pour les enfants, il n'y a même pas 1% des parents qui ont protesté, quoi. Donc, c'est ridicule. Donc, la frontière entre des parents indignes, puisque on va dire des parents PNJ, qui sont des personnages non joueurs, qui n'ont aucune conscience de rien, qui sont des coquilles vides, sont quand même une grande majorité de la masse, puisqu'on voit ils n'ont absolument pas réagi. On va dire pour 80%, en étant optimiste d'entre eux,
enfin, on va dire quand même à l'école, c'est plutôt 99%, parce qu'il n'y a pas eu de protestation, hein, il y a eu très peu de parents qui ont protesté. Donc là, est-ce que tu vois le moindre espoir qu'il y ait un réveil des parents vis-à-vis de ces programmes pervers qui sont... parce que là, l'intime est quand même totalement violé Alors, euh, oui. oui, Ce non, que tu vas-y. dis est très important, c'est-à-dire quand les gens pensent que quand on va pointer, nous, ce qui ne va pas dans l'éducation sexuelle, on est tout de suite dans quelque chose d'extrêmement sordide, qui peut exister, hein, parce qu'il y a des classes où, moi, on m'a envoyé des plaquettes, on a montré des différents types de sexe, donc des photos de sexe, excisées, pas excisées, vous voyez, voilà. Ça, c'est déjà un degré supérieur. Mais il y a un degré en amont. C'est cette confusion de l'intime avec la vie politique. Politique au sens large, c'est-à-dire la vie du futur citoyen qu'on est censé former de l'enfance et qu'il développe son esprit critique, ce qui devrait être la fonction de l'instruction publique. Bien. Une fois qu'on a dit ça, à partir du moment où on dit non mais c'est neutre ce qu'on fait, on vient leur parler de leur corps, de leurs sensations, de leurs émotions, on est en train d'introduire une confusion complète entre la vie intime et la vie publique. Et cette confusion, seuls les pouvoirs totalitaires la font. Pourquoi je serais obligée de venir parler de mon corps et des sensations dans mon corps dans un groupe, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc l'intimité n'est absolument pas préservée. Et là, donc à chaque fois, c'est enrobé dans de la guimauve de bons sentiments, hein. Voilà, alors on nous explique que c'est pour le repérage des abus sexuels infantiles. Alors là, quand on est dans le sujet depuis longtemps en tant que professionnel, on hésite entre éclater de rire ou pleurer un bon coup, hein, parce que, encore une fois, 3% de condamnation juridique. Les signalements, c'est une catastrophe quand on est professionnel, on est obligé de s'y reprendre à plusieurs fois. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Est-ce que c'est bien mis en place? En général, on vous casse le suivi. La suite de l'histoire de l'enfant, elle est presque pire, mais souvent pire après qu'avant le signalement. Donc, de qui se moque tout, en fait? Et de toute façon, est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller en parler aux enfants pour être formés au repérage? C'est une des formations que j'ai moi données à des professionnels. Repérage des symptômes, repérage diagnostic. Donc on n'a pas besoin en fait d'aller embêter les enfants avec ces histoires-là. Et dans le même temps, on peut remarquer dans ce massacre de l'enfance que ce qui faisait partie encore une fois du corpus de connaissances très élaborées de psychologie de l'enfant, qui n'est pas un petit corpus, et qui est fondée sur une longue expérience, à la fois de pédagogie de la part des enseignants, etc. C'est que il y a des âges, et il y a des âges où on doit absolument développer ce qu'on appelle les processus secondaires, c'est-à-dire la rationalisation, le fait d'user son esprit critique à partir de ce qu'on appelle la période de latence, 6-7 ans. Donc normalement, on apprenait à lire, à écrire, à compter, à faire des problèmes de maths avec des trains qui partent à l'heure, etc., ou des pommes qu'on va acheter au marché. Et on renforçait toute la grammaire et tous ces acquis permettaient ensuite d'avoir ce que j'ai appelé moi des remparts psychiques pour affronter le retour de la vie pulsionnelle à l'adolescence. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On les séduit avec des écrans. On pourrait parler aussi de l'éthique des publicitaires qui effectivement cherchent tout le temps à manipuler les enfants. Donc tout ça vient empêcher leur développement psychique serein. Sans compter, en plus, on pourrait prendre vraiment, je pense qu'il y a, il y a beaucoup de matières, les mille et une alertes, ceci, alerte attentat, alerte terrorisme, etc. Donc, qui font vivre in vivo des épisodes stressants pour les enfants, des épisodes de terreur. Alors qu'on puisse avoir de temps en temps d'entraînement, c'est une chose, mais maintenant aussi, et Virginie Desarroges-Orequia et moi-même, nous l'avons pointé par rapport à la loi de programmation militaire. Hein, là encore, hein, on nous a reçus une fois, puis après, clic-clac, sous le placard, dans le placard. Eh bien, c'est que ce sont les entraînements à l'école. Et il y a des classes de défense maintenant qui se mettent en place et qui visent à séduire les préados-ados, hein, vers la carrière militaire. Et tout ça est écrit dans la loi. Mais évidemment, euh, ce qui est toujours fascinant, c'est que tout est écrit. Et l'autre point que l'on peut remarquer, c'est que par contre, comme les citoyens se sont délestés de leur pouvoir, ne font pas l'effort d'aller lire les textes, d'aller regarder ce qui se passe, etc., et pensent être informés par des médias qui sont de la pure désinformation, qu'ils soient d'ailleurs officiels ou dits alternatifs, parce que les alternatives, pour durer, hein, vous devez être récupérés, c'est comme ça que ça marche, eh bien,
sinon vous vous faites catapulter aussi, hein. On ne va pas tolérer quand même des oppositions qui fonctionnent, hein. C'est pas possible. Donc voilà, le pouvoir ne va pas les tolérer. Donc il y a une désinformation permanente, permanente des citoyens qui ne sont donc pas informés des véritables programmes qui sont pourtant écrits. Exactement, et on voit bien à tous les niveaux. De toute façon, comme tu parlais de la loi de programmation militaire, c'est quand même presque 500 milliards d'euros jusqu'à 2030, je crois, sur quelques années. Et on vient nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour ci, pour ça, pour la santé, pour les retraites. Mais bon, pour faire la guerre et détourner des milliards, ça, il y a toujours de l'argent pour trouver des prétextes pour se taper sur les gueules et soudoyer des pays, remplacer des pions, des marionnettes par d'autres marionnettes pour exploiter les ressources, les matières premières, etc. En fait, c'est une lutte de tous les instants. C'est un vrai chaos bordélique qui est entretenu, instillé par toujours les mêmes qui s'entendent très bien au plus haut niveau, hein, parce que moi, je pense que j'ai déjà décrit je dis les sélections, politiques qui ne sont que des sélections et pas des élections. Donner le pouvoir de décision à un citoyen, mais il n'y a aucun pouvoir de décision, sauf là, comme tu dis, les parents, il faut qu'ils arrivent à décider ce qui est bon pour leur enfant. Et là, on a affaire à une schizophrénie juridique. Comme tu dis, on ne peut pas protéger d'un côté et exposer en même temps. Il y a une contradiction, c'est un renversement moral, quoi. D'un côté, la loi dit l'enfant il est incapable, et de l'autre, on dit les programmes suggèrent que l'enfant est capable. Donc non, c'est pas possible, quoi. Les parents sont vraiment le dernier obstacle, mais comme ils ne sont pas responsables, pour la plupart, ils n'ont pas su faire respirer librement leurs enfants à l'école, ni leur épargner pour 5000 d'entre eux. Ça a été dit il n'y a pas longtemps, aujourd'hui ou hier, que 5000 d'entre eux ont reçu le vaccin Covid avant 12 ans, et alors qu'il était déconseillé pour les enfants de moins de 12 ans. Mais ça, ils s'en foutent totalement. Donc voilà, les parents éveillés deviennent gênants. Donc comme tu dis, ils sont inculpés, carrément poursuivis, quoi. C'est comme ceux qui veulent faire l'éducation à la maison. Voilà, on est dans une expérimentation de masse sans preuve, hein. Il n'y a aucune évaluation sérieuse en fait. Il y a aucun recul clinique sur rien. On expérimente sur les enfants, quoi. Ils sont la cible principale. Et quand on se penche sur les occultistes qui sont au pouvoir, et qui protège ce droit justement à la préférence pédophile, parce que dans certains pays, ils essayent de pousser ça en avant en disant que c'est une préférence sexuelle, donc certains ont droit d'exercer cette préférence pédophile. Dans d'autres pays aussi, je crois, scandinaves, hein, il y a une préférence zoophile. Alors voilà, les enfants, les animaux, enfin, tout est possible dans une société complètement malade, quoi. Il y a un moment, comment on peut s'identifier à une société pareille et après justifier des programmes qui visent à accélérer cette sexualisation de l'enfance, quoi. Oui, et puis on peut peut-être rapporter deux choses. C'est d'abord, bah, cette préférence est au nom, c'est écrit dans les textes, hein, internationaux, au nom de la lutte contre les discriminations. Il ne faudrait tout de même pas discriminer des agresseurs. Voilà. Alors Mm. on peut citer d'autres points qui sont toujours favorables, encore une fois, à la négociation ou à l'atténuation, hein, de ces agressions pédophiles qui sont extrêmement graves. C'est le nouveau dada là, de la justice restaurative ou restauratrice, je ne sais plus comment dire. Enfin, en tout cas, il y a encore une fois une atténuation à chaque fois, hein, de la gravité. Mais ce qu'il faut bien souligner pour les parents, c'est qu'à partir du moment où dans la mesure où ils sont responsables de leurs enfants, à partir du moment où ils consentent, eux, à mettre leurs enfants dans les cours, c'est eux qui en portent la responsabilité. Vous voyez? C'est ça qu'il faut, vraiment que les auditeurs doivent entendre. Donc c'est pour ça que, en tout cas, pour ceux qui se réveillaient, on leur envoyait bien des voies de garage, hein, dans les pseudo-oppositions à l'éducation sexuelle. Les gens, ils ont signé des pétitions qui étaient adossées à des rapports qu'ils n'ont pas lus, mais que moi j'ai lus, hein, et qui mettaient en place la, entre guillemets, bonne éducation sexuelle avec intervenants nommés par l'État, etc., etc. Donc évidemment, il faut lire les presque 300 pages voilà, qui adossent une pseudo-opposition. Alors voilà,
honnête, je sais que, en tout cas, ce serait en tout cas le seul endroit que je conseillerais de suivre, d'abord parce que ce sont vraiment des professionnels qui n'ont pas d'intérêt, qui sont tous bénévoles, en droit et en santé mentale, et il y a un protocole qui a été mis en place, parce que vous ne pouvez pas non plus, les parents, ne pas envoyer vos enfants sans vous protéger, parce que sinon vous allez avoir des problèmes ensuite. Hein, on va dire, vous désertez l'école, etc., etc. Donc il faut faire les choses correctement. Et donc il y a des phases à respecter pour protéger vos enfants. Et enfin, l'importance, c'est aussi de rappeler que à partir du moment où il y a eu effraction traumatique, c'est difficilement récupérable. Hein. Et il y a des accidents dont on ne se remet pas dans la vie. Et le traumatisme peut faire partie de certains accidents psychiques dont on peut ne pas se remettre. Hein. Donc c'est extrêmement grave. Et là, votre responsabilité de parent est engagée. Je ne parle pas au niveau du juridique. Je parle au niveau de la relation avec votre enfant, de ce que vous avez pu protéger ou pas votre enfant. Et si vous ne l'avez pas protégé, ben, il pourra vous en faire le grief plus tard, hein, parce que les enfants grandissent et à un moment donné peuvent se retourner hein, aussi d'une certaine manière contre leurs parents. Et tout ça, il faut le voir dans un ensemble long terme. Hein. Donc, je sais que c'est très difficile, mais c'est la raison pour laquelle il faut éviter de faire n'importe quoi et bien regarder dans tous les sens. On coince les gens. On leur dit c'est obligatoire. Eh bien non, si c'est illégal, ce n'est pas obligatoire. Mais encore faut-il pouvoir prouver l'illégalité. Et il y a bon nombre de ces pseudo-oppositions qui disent ah non, vous ne pouvez pas échapper aux cours, c'est obligatoire. Ben, si tu as prouvé l'illégalité, il n'y a pas de caractère obligatoire. Par exemple, Virginie Darajo-Recchia, elle a beaucoup insisté sur le fait qu'il y avait des lois qui protégeaient les instituteurs, parce qu'eux aussi sont coincés quand il s'agit... Alors, ils sont coincés à plusieurs niveaux. D'abord, eux-mêmes, s'ils n'ont pas du tout envie de rentrer là-dedans, eh bien, elle avait expliqué hein, qu'il y avait des lois qui protégeaient. Ils pouvaient s'appuyer sur ces lois-là. Mais évidemment, si on n'est pas au courant et qu'on nous raconte autre chose sur les médias, la télé ou sur les médias alternatifs, eh bien évidemment, on ne va pas avoir l'information. Et, et d'autre part, l'instituteur est responsable de ce qui se passe dans sa classe. C'est-à-dire que tous les totalitarismes font toujours la même chose. Ils mettent les gens dans une situation coupable et ensuite ils disent ah ben nous on s'en lave les mains, hein. C'est vous, hein, vous avez fait le truc. Hein. Donc quand un instituteur, si les instituteurs m'écoutent, vous laissez votre classe à une association X ou Y qui vient faire ses cours et que d'ailleurs vous êtes sorti de la classe parce que ce sont des choses qu'on m'a rapportées, sachez que vous êtes responsable de ce qui se passe dans votre classe. Voilà. C'est exactement ce qu'ont fait les labos au niveau Et c'est pareil, international. quand ils ont fait avec les médecins en disant allez-y, 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 on vous couvre, on vous couvre. Et puis le jour où il y a un problème, personne n'est couvert. Donc attention, c'est pareil pour les directeurs d'école, pareil pour les inspecteurs d'académie. Attention, en fait, la responsabilité pénale, elle est individuelle. Et jusqu'à preuve du contraire, le droit pénal français, pour l'instant, estime que la minorité sexuelle égale pas de consentement, hein, pas d'exposition à la sexualité. Et donc, il y a beaucoup de textes. Donc, c'est pour ça que le livre de Virginie Darajo-Recchia, euh, Éducation sexuelle et changement de genre, je crois, est très complet du point de vue juridique, évidemment assez indigeste pour le lecteur qui... mais bon, il faut connaître tous ces textes de loi parce que les avocats doivent pouvoir s'appuyer dessus, etc. Enfin, c'est une énorme recherche qu'elle a faite. Et tu te rappelles, Marc, à l'époque, je t'avais dit, je cherche un avocat ou un juriste ou un professeur de droit qui puisse m'aider à comprendre comment l'OMS, puisque je l'avais lu dans les textes, va prendre euh, la main sur les lois des pays. Parce que tu te rappelles, ils disent dans les textes que il faut qu'il y aura des amendes, que les pays doivent se soumettre voilà, à ces droits sexuels, etc. Mais quand ça contrevient aux lois internes des pays, je me dis, mais comment ils vont faire? Quelle va être l'entourloupe juridique? Comment ça va se faire, ce truc-là? Et j'avais besoin, eh ben, donc j'ai fini par rencontrer Virginie Dargeau, hein, qui m'a bien expliqué. La priorité, c'est de modifier les comportements des enfants. Donc la priorité, c'est d'aller les séduire de manière précoce et de faire avec eux ce qu'on ne devrait certainement pas faire et qui est un crime contre l'enfance. Voilà. Et Le qui n'a rien, programme, rien de prévention. le Voilà. programme des drag queens à l'école, on voit bien que c'est pas pour les éveiller à une sexualité normale. Enfin, je veux dire, c'est pas possible, quoi. Ils ont pas l'âge de sortir dans un cabaret pour voir des transformistes. Qu'est-ce que c'est que ce... C'est juste pour pousser le transgenrisme qui est une étape vers
Bah, les occultistes, ils rigolent puisque c'est ce qu'ils veulent, mais une étape vers le transhumanisme, tout simplement. Donc, en fait, à terme, complètement couper la sexualité et procréer en banque, comment dire, en banque d'incubateurs artificiels avec des gènes sélectionnés, présélectionnés. On va être dans Gattaca, quoi. Bienvenue à Gattaca, le film où on t'est sélectionné par rapport à tes gènes et tu auras le droit, si tu obéis complètement dans une société dystopique, si tu as tous tes vaccins, tous tes rappels, si tu obéis au gouvernement, tu critiques pas un mot plus haut que l'autre, un modèle de crédit social à la chinoise, mais version futuriste, quoi, les Elon Musk, quoi. On se dirige vraiment vers ça, quoi. Le long terme, enfin, le big picture, c'est ça, quoi. Tu vois, l'image élargie du programme qui nous attend. C'est vraiment ça. Et à la base, on en avait parlé dans les deux précédentes interviews, hein, il y a des années, c'est quand même le sexe, et quand c'est l'outil, le prétexte donc pour pervertir nos enfants, et nos enfants sont la cible principale pour ces mages noirs, on va dire. Mais le programme de Kinsey, on voit bien que Alfred Kinsey, il présente un modèle abject. Donc c'est ce modèle qui a été basé sur l'abus de très jeunes enfants. On l'a vu d'ailleurs dans ton livre, hein, tu cites le nombre d'enfants qui ont été abusés sexuellement pour en venir à son programme. Son nom revient systématiquement dans tous les programmes modernes d'éducation sexuelle, quoi. C'est un pervers. Après, le planning familial, c'est la même chose. Le CIECUS, enfin l'Institut Kinsey, on voit que c'est une continuité idéologique complètement pervertie sur laquelle se base l'OMS. Donc il y a rien à en tirer de bon. Faut vraiment comprendre l'inverse, enfin une inversion qui prône la sexualité mécanique, quoi, dans un système totalitaire, sans amour, sans émotion, tout est mécanique, quoi. C'est une vision complètement dystopique et il y a un point de non-retour qui est en train d'être franchi. Là. On va vraiment vers, vers une fabrique une destruction générationnelle, je pense, tu vois, un traumatisme qui va produire d'autres victimes. Et là, dans un statut juridique de, comment dire, d'état d'urgence permanent, c'est ce que essaye de faire Macron, Trump et toute la clique là, de salopards qui s'entendent tous très bien. Et Poutine, c'est pareil, un gros sioniste des familles, comment dire, des Loubavitch. Euh, Ils s'entendent tous très bien pour nous fabriquer une espèce de réalité sous contrôle total des gouvernants, tout en prétendant le contraire, en disant oui, on va libérer les banques, on va faire du privé, etc. Enfin, on est au bord de la guerre civile aux US. Là, on est au bord de la guerre mondiale scénarisée. Encore une fois, je dis bien que tout ça est un scénario. On est dans un film, quoi. C'est vraiment théâtral. Mais c'est quand même très grave quand on voit que nos progénitures sont les premières attaquées en bout de ligne parce qu'elles viennent au monde dans un monde où on ne peut pas leur promettre un futur rose et comment dire, et équilibré. C'est impossible. Dans un contexte de guerre, d'état d'urgence, de sanitaire bidon, d'attaques climatiques permanentes, voilà. Tu vois, depuis quelque temps, je m'en fous d'être traité de complotiste, puisque de toute façon, j'ai tous les arguments noir sur blanc. Comme toi, tes textes sont noirs sur blanc, avec tous ces programmes. La géoingénierie, c'est noir sur blanc, c'est breveté depuis 1947. Je veux dire, ils en parlent même dans les médias de masse que les PNJ ne veulent pas reconnaître. On parle d'ensemencement des nuages, tout ça, ça existe depuis les années 40. Ouais, il y a un moment, quand on a euh, des événements climatiques prédits à l'avance et scénarisés à la date près, comment dire, au millimètre près de la pluie, de la tornade, etc., on voit bien que tout est scénarisé, puisqu'ils ont les outils. C'est pareil pour l'éducation des enfants qui est dans les mains de ces gouvernants qui sont des gros pervers, en fait, pédophiles. Donc j'ose le dire, hein, c'est pas grave, ils peuvent toujours m'attaquer ou appuyer sur le petit bouton invisible. Je vais te faire sauter, t'as encore ta chaîne YouTube, si je peux me Ouais, permettre. ouais, exactement. Ouais, mes deux chaînes YouTube. Non, mais c'est ce bilan-là, en fait, il est. Le problème, c'est que tout est basé, ces programmes-là sont basés sur un programme d'un pervers, Alfred Kinsey, et toute la clique qui a travaillé avec lui depuis ces années-là. Donc, en fait, ça n'a pas changé. On voit bien que on change pas un programme pervers qui perdure dans le temps, avec les mêmes au pouvoir qui le font appliquer, et des parents qui ne bronchent pas, pour la plupart. Donc, mais oui.
Mais on Euh, pourrait déjà dire, et c'est quelque chose que j'ai souligné donc, dans ma prise de parole publique dès 2017, c'est que l'expression même éducation sexuelle a été inventée par Kinsey et son équipe. À partir de là, est-ce que, est-ce qu'il est bon de reprendre une expression qui, un, ne veut rien dire, parce qu'elle est contradictoire, encore une fois, hein, puisqu'il ne faut surtout pas éduquer à la sexualité pour voilà, que l'enfant puisse avoir son développement psychique épanoui. Euh, donc, c'est contradictoire, hein. On éduque à sortir d'un état pulsionnel, ça j'en avais déjà parlé plein de fois, mais c'est une expression qui est née comme l'expression pédagogie sexuelle. Est-ce qu'à un moment donné, on récupère ces termes-là ou est-ce qu'on dit, ben peut-être on s'est trompé, hein. Avant, on appelait une prévention un peu dans un cours de biologie en troisième, on appelait ça éducation sexuelle. Il fallait déjà pas utiliser ce terme parce que, comme on le dit dans la psychologie sociale, c'est le pied dans la porte. Donc à partir du moment où tu utilises les expressions des pervers, ben, tu es entré dans leur univers. Ça veut dire qu'on a ouvert cet univers-là, hein. Euh, Ce n'est pas de la prévention. Prévention, déjà, ça ouvre d'autres espaces psychiques. Et puis, au sujet du transhumanisme et de la sexualisation, j'ai écrit un article que bah, les abonnés de mon site peuvent retrouver sur mon site à peu près il y a un an, justement, euh, sur le fait il semblerait très important de modifier le corps physique pour pouvoir nous rendre, entre guillemets, aptes à la fusion avec les machines. Et donc, le plus tôt on empêche le développement justement des hormones sexuelles, le mieux ce serait pour permettre cette hybridation, parce que sinon on a toujours une sorte on va dire, euh, euh, rébellion possible de l'organisme humain qui va rejeter en fait ces technologies avec lesquelles il n'est pas prévu que nous fusionnions, hein. Donc on sait bien les projets fusion cerveau-machine, etc., etc. Donc il y a aussi, je pense, cet aspect, c'est-à-dire il faudrait mutiler le plus tôt possible le corps humain pour qu'il devienne un réceptacle parfait à cette fusion avec la machine qu'on nous vend comme étant notre extraordinaire futur, hein, enfin, post-humaniste, hein. Voilà. ouais. Oui, c'est ça. C'est d'où la campagne de perturbateurs endocriniens à fond les ballons dans tout ce qu'on mange, dans l'eau, dans l'air, tout ce qu'on nous balance, les médocs, et même les poisons psychiques, qui sont énormes. Je veux dire, quand on te met dans une situation de stress permanent, celui qui va regarder les chaînes d'infos en continu de propagande, je veux dire, comment il peut pas, n'a pas envie de sauter par la fenêtre ou de se tirer une balle dans la tête, parce que c'est complètement anxiogène. Et après, on ose dire que les complotistes sont anxiogènes, parce qu'on dénonce les comploteurs. Donc c'est vraiment l'inversion, la pire inversion qu'on puisse trouver. Mais bon, ici encore des charlots qui nous traitent de complotistes. Mais on est fiers d'être complotistes, parce qu'on dénonce les comploteurs. Donc quelque part, s'il n'y a pas de complot, il y a pas de complotistes et il n'y a pas de comploteurs. Donc s'il y a des comploteurs, il y aura toujours des complotistes pour les dénoncer. Si ça les dérange, c'est pour ça qu'en ce moment, il y a ce programme ridicule qui consiste à comment le gouvernement va-t-il sanctionner les fake news, alors que la principale usine à fake news vient dans leur propre réseau de désinformation, quoi. Donc, il y a aussi qui parle d'un scandale des placements abusifs dans un nouveau dossier. C'est une industrie apparemment très rentable, entre 30 et 60 000 euros par enfant par an. Mais bon, on peut parler de ce placement, enfin de ce programme de placement des enfants dans notre pays. C'est une industrie quand même. C'est utilisé comme mesure de rétorsion contre les parents. Donc les parents protecteurs qui dénoncent les violences sexuelles contre leurs enfants, les parents qui font l'école à la maison, tout ça, on en parlait tout à l'heure, les parents qui refusent des injections, etc., les parents artistes. Le placement arrive aussi sans aucune raison pour récupérer les enfants qui sont souvent broyés dans la machine. Alors, Oui, alors donc, ce n'est pas nouveau, hein. Ce qu'il faut non, bien, c'est pas nouveau. bien Mm. dire, c'est que ce n'est absolument pas nouveau. Là, je vois des alerteurs dont bon, je connais plus ou moins bien le pédigré et je ne mettrai pas la main au feu sur voilà, sur leur intégrité, mais bon, ils passent partout. Mm. Mais ce serait bien d'écouter les professionnels, encore une fois. Les professionnels savent depuis très longue date
que ce n'est pas nouveau. D'ailleurs, si je faisais partie de cette association de professionnels de 2016 et même avant, c'était parce que nous nous étions réunis devant notre impuissance face à la machine de la protection de l'enfance, entre guillemets, qui est une machine destinée à broyer les enfants. Alors, effectivement, il y a des mesures de rétorsion. On a fait beaucoup d'articles, il y a des professionnels qui ont rédigé beaucoup d'articles pour dénoncer ça, pour dénoncer cette machine. On sait qu'à l'intérieur de la protection de l'enfance, il y a aussi de la prostitution infantile. Ce sont des proies rêvées, les enfants placés. Personnellement, quand j'ai commencé ma carrière dans l'enfance maltraitée, je me suis aperçue que, eh bien, dans certaines familles d'accueil, il pouvait y avoir des maltraitances de, de tous ordres, physiques, sexuels, etc., et qu'on ne disait rien parce que ben, on n'avait pas assez de familles d'accueil, parce qu'il y a aussi des idéologies hein, qui traversent ces institutions, l'idéologie qu'il faut absolument rester en contact avec le père, avec la mère, etc. Moi, je me souviens que j'ai eu des épisodes cliniques absolument très marquants, voire traumatisants pour moi-même, hein. On parle du traumatisme vicariant pour les professionnels, hein, c'est très important parce qu'ils sont exposés à des situations. Et c'était un petit garçon de 4, ouais, vers 4 ans, et en fait, sa mère était bon, le père absent, et sa mère était en détention parce qu'elle avait complètement torturé ses enfants, donc avec des brûlures de cigarettes, attachées avec des câbles électriques au radiateur, enfin. Bon, des trucs épouvantables, je vous fais un résumé. Et donc cet enfant était placé dans une famille d'accueil plutôt contenante pour le coup, donc j'avais commencé un suivi avec lui et ça avait extrêmement euh, bien fonctionné. Il avait énormément avancé, mais à chaque fois qu'il était question que sa mère sorte de prison pour une libération conditionnelle ou etc., ou à chaque fois qu'il était question de le mettre en relation avec sa mère, il faisait une régression psychique épouvantable. Bon, bah, le jeu qui était le plus utilisé par lui, hein, c'était les animaux sauvages qui étaient aux zoo et qu'il fallait remettre dans des cages. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer aux auditeurs ce qui était en train de se passer pour lui en termes d'angoisse. Et donc, je discutais avec l'institution, etc. Et l'institution me soutenait mordicus que c'était très bien, il fallait qu'il reprenne ses liens avec sa mère. C'est très important de reprendre les liens avec sa mère, etc. Et donc, en réalité, comme ils ont vu que j'allais contre leur idéologie, ils se sont débrouillés pour me retirer le suivi, hein. C'est assez facile hein, avec des enfants d'institution. Et en définitive, ce gamin a fini broyé dans la psychiatrie, sous cacheton, etc., etc. Et bah, 10 ans plus tard, j'ai reçu un coup de fil de sa part, parce qu'évidemment, il n'avait pas oublié le suivi. Alors c'était très beau, il m'avait dit, est-ce que tu peux être ma maman? Elle m'a adopté et tout. Vraiment, mais ça fonctionne à ce moment-là. Pourquoi il faut casser quand il y a quand il y a de l'affection mutuelle? Pourquoi? Enfin, c'est délirant, hein, parce que c'est des institutions, il faut être de marbre, mais les enfants ne sont pas de marbre, nous ne sommes pas de marbre. Les choses se passent parce qu'il y a de l'amour, ça se passe bien parce qu'il y a de l'amour et de l'affection, il y a quelque chose où, bah oui, le thérapeute, il a envie de sortir l'enfant de là où il est, de la merde où il est. Effectivement, il a envie, s'il a de l'affection pour les enfants, et sinon, il ne faut pas qu'il fasse ce métier s'il n'a pas d'affection pour les enfants. Bon, c'est mon point de vue. Euh, et donc, il avait terminé, il était devenu complètement schizophrène. Enfin, c'était épouvantable. Il avait, voilà un exemple d'enfant détruit par l'institution. Et ce n'est pas le seul. J'en ai plein, des exemples. Oui, c'est très triste et c'est malheureusement le reflet de cette société qui est basée sur le traumatisme permanent. En fait, quand tu vois, c'est entre la désinformation, la pression sociale, la désocialisation, l'exclusion sociale. On a vu ça pendant la pandémie de papier, là. Des gens qui ne pouvaient plus travailler, des gens qui ne pouvaient plus fonctionner, sortir dans la rue sans s'auto-permettre de sortir eux-mêmes. Je veux dire, on a atteint, je crois que c'est open bar. Donc là, quand on arrive à un stade où on influe sur ta mobilité, on peut tout se permettre. C'est-à-dire qu'ils se sont permis tout à cause plutôt de ces 90% de PNJ, que ce soit des parents, des adultes, des anciens, des jeunes. Tous ont fonctionné de façon uniforme dans la plupart des pays du monde. Donc cette planète, on voit bien, est gérée par une sorte de pyramidion de pouvoir qui, pour moi, n'est pas humain. Pour moi, il y a une ingérence de fermier de cette dimension qui nous balance des programmes qui ne sont pas. Enfin, quand on a l'expression, quand on connaît et qu'on creuse l'expression, c'est pas humain, on le dit pour une raison bien précise, c'est que c'est humainement insupportable.
Et là, on s'avance vers un programme qui s'accélère sur tous les plans, que ce soit la sexualisation des enfants, que ce soit l'accès à l'intime de chacun qui est totalement violé. Quand je vois, par exemple, et tant pis pour si j'ai un blâme, mais quand je vois des vaccinés à qui on ose demander s'ils l'ont fait, par exemple, et qui me répondent, mais comment dire, c'est une information personnelle, c'est mon dossier médical, tu ne peux pas me demander. Alors que on leur demandait pour aller boire un coup en terrasse d'un café, quoi, à l'époque, avec les QR codes. Donc, laissez-moi rire. Quand on voit une mort subite arriver et que nous, forcément, on demande tout de suite le statut vaccinal de la personne alors qu'il n'est jamais donné, sauf si c'est une célébrité, évidemment, puisqu'avant, ils ont poussé pour le faire, hein, comme c'était les représentants, les VRP, les commerciaux des labos mortifères et eugénistes, comme pour le reste. Hein, on n'a pas encore de VRP parce que c'est passé sous silence, la sexualisation des enfants, sauf à Hollywood. À Hollywood, on voit bien que les enfants des célébrités sont, pour les deux tiers, devenus des trans. Ils sont transgenres. Il y a quand même, ils sont devenus des commerciaux VRP de ce programme malade de transgenrisme, de forcer des enfants. Je ne les ai pas en tête, mais l'enfant de Will Smith, l'enfant de l'autre basketteur américain, Magic Johnson, enfin, plein, plein sont devenus transgenres. C'est quoi ce délire? Tu vois, le rapport de cause à effet entre les commerciaux, les VRP et en fait l'intime de chacun qui est exposé avec le QR code devant tout le monde, à la terrasse des cafés et des restaurants. Donc, non, non, on marche sur la tête. Quand on ose me dire que c'est personnel, mon statut vaccinal, je dis mais non, il ne l'était pas pendant 3-4 ans, puisque tu t'as dû montrer ton QR code pour aller bosser, pour aller te faire soigner, pour pouvoir sortir en public dans une institution. Enfin, faut arrêter, quoi, le délire. Mais comme tu l'as montré dans ton dernier billet, tu montrais le calendrier des psys pendant la pandémie là, et ça a remplacé en fait les impôts, je crois, ou des déclarations par la vaccination. Hein. C'est une bande dessinée qu'a Oui, écrite ma collègue Amandine Lafargue pour, voilà, oui. pour souligner le trauma des professionnels et donc qui ont été aussi interdits d'exercer, etc. Enfin bon, Mm, on a de, de- de très près, les psychologues ont été extrêmement attaqués, comme une profession d'ailleurs indépendante qui dérange. mm, Et, et donc, bah oui, dans le calendrier, il y avait d'un côté, bah, tous les 6 mois, tu fais ta compta, voilà, et le mm, reste ce sont des patients, patients, patients. Et puis là, dans l'illustration, c'était, bon, alors, chaque semaine, voilà, quand mm, est-ce que je vais pouvoir faire mon test Covid, comment jongler, en fait, pour pouvoir travailler, quoi, tel mm. vaccin, tel truc comme ça. Et il y a des choses qui se sont passées, qui ont ouvert des portes extrêmement graves que nous n'aurions jamais dû ouvrir. Et je reviens aussi peut-être sur cet adage absolument imbécile qui dit je n'ai rien à cacher. Bah si, Mm. tu as ta pudeur à cacher, tu as ta vie intime, tu as tes émotions, tu as quelque chose de plus précieux, tu l'as à cacher en fait. Mm. Depuis quand on est obligé de se livrer sur la place publique? Depuis quand les pouvoirs publics se mêlent de ce qui se passe dans le lit des gens? Je veux dire, enfin, c'est-à-dire dans la sexualité, parce qu'il n'y a pas que l'histoire des enfants, hein. Dans la Mm. sexualité, c'est toute une machinerie, comme tu l'as dit. Il y a un certain type de sexualité, etc. Ça concerne aussi les personnes âgées, ça Mm. concerne aussi les personnes handicapées, hein, ça concerne aussi les autistes, etc. Donc, il y a des choses extrêmement graves qui se passent. Euh, voilà. Oui, l'enfant, il limite en fait l'adulte qui lui propose des archétypes, des choses. Alors, s'il en vient à se comporter comme un adulte sur le sexe, il n'est même pas adulte lui-même, c'est qu'il y a eu des adultes qui lui ont montré quelque chose où il a été abusé. Donc, cette société est abusive sur tous les plans. Qu'est-ce que tu as en vue actuellement? Tu as un nouveau livre en vue ou une écriture Oui, sur quelque alors, chose de nouveau? oui, oui, j'ai déjà Psychopathologie du harcèlement qui vient de sortir, donc plus de 20 années de recherche, donc chez le même éditeur, hein, qu'au départ, donc c'était Armand Collin, mais qui ensuite a été repris par
part d'une eau, donc voilà, donc ça fait le point sur tous mes travaux, tout ce que j'ai créé, parce que je pense qu'il faut bien distinguer les auteurs qui créent hein, des choses, parce qu'ils font des recherches et parce qu'ils développent des concepts et des analyses, et donc effectivement, mon apport sur la psychopathologie du harcèlement, c'est de le voir comme une pathologie collective. Donc voilà, ça a été mon apport dès 2006 et il n'est pas mince puisqu'il a aidé aussi à bien des prises de conscience et des modifications dans les prises en charge, et y compris hein, dans les points de vue légaux, enfin les lois, en fait, les évolutions juridiques. Et puis là, j'ai un prochain livre donc imminent à sortir, donc sur la mal nommée intelligence artificielle que j'appelle grosse machine algorithmique, qui s'appelle Totalitarisme numérique en cours de chargement. Mm. D'accord. Voilà, l'humanité au risque de l'intelligence artificielle. Donc, c'est un livre, je crois qu'il est déjà disponible en précommande, hein, il est vraiment à paraître de façon imminente. Euh, c'est un livre qui ne parle pas de la technique en tant que telle, mais de notre rapport psychique à la technique et à cette technologie en particulier, hein, qui vise à nous singer, à nous simuler, à nous remplacer. Enfin, en tout cas, dans le discours, c'est dit comme ça, hein, puisque ça va faire nos boulots. Voilà, ça prend des formes en apparence humaines, etc. On a des ministres qui peuvent être des IA, etc. Et puis, aussi, et bien évidemment, il y a une partie qui est consacrée aux manipulations sur les enfants, puisque, bien évidemment, il s'agit là encore de les conduire à une sexualisation précoce à travers certains chatbots, etc. Donc voilà, tout ceci, c'est un point de vue très singulier, comme d'habitude, parce que je n'ai pas nécessairement lu les autres travaux qui ont été faits dessus, etc. Parce que ce qui m'intéresse, c'est d'apporter un regard original, donc de pas... Par contre, j'ai expérimenté, j'ai regardé, j'ai réfléchi, donc j'ai apporté ma contribution critique. Voilà. Et effectivement, qu'est-ce qu'on risque, on a compris ce qu'on risque de sacrifier au nom de leur prétendu progrès et tolérance d'endoctrinement et de propagande que tu as bien décrypté hein, au cours de tes différents ouvrages et tes interviews. On a bien vu que c'est une propagande perverse, donc c'est ça qu'on va sacrifier, c'est notre intimité et notre étincelle de libre arbitre qui nous reste, on va dire, parce qu'au niveau collectif, il nous reste pas grand-chose de notre libre arbitre, mais au niveau individuel, on peut toujours dire non, et c'est vraiment la première étape qui est très importante, c'est de savoir dire non et s'opposer violemment, aussi violemment, au même niveau de puissance, je dirais, que ce soit verbal ou de conscience, que ce qu'ils nous ont asséné comme politique totalitaire mondiale depuis 2020, mais depuis toujours. Hein. Mais depuis 2020, la bête a montré ses crocs et ses cornes. Qu'est-ce que tu diras aux parents qui doutent mais n'osent plus parler et pour protéger les enfants bah, tu as parlé hein, de la prévention dans ton livre. Il y avait certains points, je crois que j'avais isolé la page quelque part, mais il y avait certains points à conseiller aux parents au niveau de la prévention pour détecter les Alors, possibles abus. Mm. la- euh, déjà, l'avantage du livre de Régis et moi-même, c'est que nous arrivons aux mêmes conclusions à partir de perspectives différentes, puisque lui est un médecin. Mm. C'est-à-dire que, il a aussi euh, par exemple, cette prise de conscience, il a fait de la prévention, que, ben, d'accord, on focalise sur les abus sexuels, etc., mais il y a aussi tous les accidents domestiques, il y a bien d'autres choses en matière de prévention qui sont censées concerner les enfants parce que, eh bien, encore une fois, la plus grande des préventions, c'est l'attention portée par les adultes. Hein. Donc, il y en a marre de faire porter aux enfants le fait que ah, bah, s'ils n'ont pas signalé eux-mêmes qu'il y avait un problème, c'est de leur faute, ils avaient quand même eu leur cours, etc., etc. C'est pas aux enfants de porter ça. Hein. Si les adultes surveillent correctement les enfants, moi souvent je suis extrêmement choquée de voir il s'est passé, voilà, une petite fille de 4 ans a fait 10 fellations dans les toilettes d'une école. Je me dis, mais ils sont où les adultes en fait? C'est Mm. c'est quand même choquant. Ça veut dire qu'on laisse des enfants de 4 ans sans surveillance? Et c'est Mm. quand même la première question que nous devrions nous poser. Donc nous donnons des conseils aux parents
Après, je crois qu'aujourd'hui, nous entrons dans une époque où effectivement, je n'ai pas un tempérament optimiste, mais malheureusement, je ne suis pas démentie par les faits. Mm. J'aimerais bien être démentie par les faits, mais je ne suis pas démentie par les faits, où je pense, et nous donnons aussi des conseils dans le livre sur quelles sont les aptitudes que l'on doit développer chez l'enfant pour essayer malgré tout d'avoir des sortes d'antidotes, même si nous n'aurons jamais des antidotes au trauma, hein, mais bon, voilà, une vigilance. Et de toute façon, concernant cette éducation sexuelle, il est très important qu'il se rapproche d'Honest, hein. Mm. Voilà. Oui, Donès, et je mettrai les coordonnées hein, sous la vidéo. Donès, mais même si tu n'en fais plus partie, si Non, je suis marraine, c'est-à-dire je ne D'accord. suis pas active dedans, etc. Mm. Mais il y a Mm. des actions, il y a des paliers, voilà, il y a des conseils donnés aux parents, etc. Et c'est très concret, c'est-à-dire que là aussi, je crois qu'il faut vraiment regarder, parce que les gens se laissent souvent manipuler par de grands et bons communicants, hein. Mm. Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de blabla, de bagou, qu'on est très à l'aise à l'oral, etc., qu'en réalité, on sert à quelque chose dans la vie concrète, hein. Et là, nous avons besoin de gens qui servent à quelque chose dans la vie concrète. Donc, pas besoin de beaux parleurs, hein. Mm. C'est pour occuper l'espace médiatique sur Internet ou à la télé. Mais dans la vraie vie, on a besoin d'une protection efficace et concrète. Et souvent, ceux qui communiquent le plus sont ceux qui en font le moins. Donc, il y a aussi cet aspect. Non, mais à rappeler, parce qu'on ne peut pas tout faire, hein. Soit on travaille, soit, soit on passe sa vie à communiquer, blabla, et tout ça. Voilà, sans étudier les sujets et sans les maîtriser. Donc voilà, moi j'ai toute confiance, en tout cas, tant que Virginie Darroujourekia sera présidente de l'ONEST, j'ai toute confiance dans ce qui s'y passe, hein. Voilà, du point de vue des démarches. Et sachez que c'est très bien réfléchi et que c'est fondé donc sur une expertise qui est liée à un travail de prise de connaissance Mm. des textes. Parce qu'encore une fois, par exemple, comme on en parlait, hein, on peut aller déposer des plaintes, mais enfin, si la plainte elle est mal ficelée, si n'utilise pas le bon article, si on dépose la plainte en retard, enfin, etc., eh bien, la plainte n'aboutit pas. Et c'est d'ailleurs un grand jeu hein, qui a eu lieu Mm. à la fois sur les injections donc avec extorsion de consentement. Mm. C'est un grand jeu auquel se sont prêtés voilà, beaucoup de personnes. C'était d'envoyer les gens dans le mur en leur faisant croire qu'avec certaines plaintes, ils allaient aboutir, alors qu'en fait, tout était sciemment mal ficelé. Voilà. Donc je pense que Mm. c'est important de rappeler ça. Mm. Après, la confiance dans le système juridique et des juges au niveau Et français comme je suis internationaux, d'accord, je suis ouais. d'accord, Marc, mais par Mm. exemple, comme on parle de responsabilité individuelle, puisque c'est le Mm. cas dans la responsabilité Mm. pénale, oui, pour les juges, mais encore une fois, il suffit d'une jurisprudence, hein. Mm. Et donc, qui nous dit qu'elle ne peut pas s'obtenir? Et dans tous les cas, ça se passe encore une fois de personne à personne. Si quelqu'un, par exemple, je prends cette image, mais des effets graves en termes d'injection et qui se retourne contre son médecin, encore une fois, le médecin, il ne va pas être protégé. Donc Mm. maintenant, ça se passe à l'intérieur de la population. Il faut que les gens prennent conscience de ce à quoi ils collaborent. Ils collaborent. C'est une collaboration active avec un totalitarisme qui détruit Mm. la santé mentale des enfants. Moi, j'ai parlé de ma partie, hein. Mm. Et c'est une collaboration active. Et le fait de ne pas être au courant, alors que des professionnels vous alertent depuis, au risque de leur vie, parce que des menaces de mort, j'en ai reçues, etc. Et bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais oui, à leurs risques et périls depuis des années, sans aucun bénéfice, hein, parce qu'on n'a aucun bénéfice, on n'a que des représailles, des mesures de rétorsion diverses et variées. Donc, vous alerte depuis des années. Si vous n'entendez pas ça, que vous ne vous mettez pas au courant, c'est votre responsabilité d'adulte en fait, hein. C'est plus, mais il y a à ce moment-là, il y a une collaboration. Et je pense important, encore une fois, euh, de retrouver son aptitude à dire non. On n'est Mm. pas gentil en négociant systématiquement. Ce n'est pas de la gentillesse, c'est de l'exposition des enfants. On est gentil avec les enfants quand on les protège réellement et ça implique parfois effectivement un non qui peut être très ferme. Voilà. Mm. En tout cas, c'est notre posture de professionnel. Mm. Et effectivement, tu fais tout ce que tu peux depuis des années et je te remercie, hein. Il y a beaucoup de gens qui me suivent, qui te suivent également et qui sont vraiment des admirateurs de ton travail. Comme tu disais, c'est les algorithmes
qui détermine la portée de nos paroles, de nos actions actuellement, parce que tout est contrôlé par l'IA et les algorithmes, et comme tu dis, les beaux parleurs du syndicat jaune qui vont s'immiscer, reprendre tes travaux, les orienter à leur façon, les réduire, les édulcorer, les orienter à leur façon. Et après, vont aussi se tourner contre toi pour dire que tu les as plagiés. Moi j'ai eu le cas hein, aussi dans certaines de mes vidéos en disant, mais oui, Marc Gray, il plagie qui? Je suis Ah, ça, c'est le le plus... pompon. C'est le pompon de l'affaire. C'est le pompon de l'affaire. Non, mais on voit que ce sont des méthodes industrielles. Moi, c'est ça que j'ai découvert, c'est que ce ne sont pas des déséquilibrés par-ci par-là, parce que ça pourrait arriver, hein, des déséquilibrés, zone d'autorité, etc. On voit bien que ce sont des actions concertées, des méthodes industrielles développées pour empêcher qu'un discours intègre parvienne à la population et qu'elle puisse avoir les réels moyens de se protéger, de se défendre et de créer une opposition efficace. Donc ça, c'est très clair. Et parmi les outils où effectivement il y a le plagiat systématique pour envoyer vers d'autres conclusions, hein, on l'a vu avec le totalitarisme quand même. Je veux dire, en 2020, personne ne voulait en parler. Maintenant, ils sont tous experts alors qu'ils viennent de nulle part. Et en plus, ils en parlent en général en récupérant mes travaux pour les envoyer vers des voies de garage. C'est extraordinairement bien fait et savant. Et puis après, on découvre que tout ce petit monde est en lien. Voilà, donc ils sont tous les uns avec les autres, etc. Et sur les droits sexuels, l'éducation sexuelle, c'est exactement la même chose. Et on a la technique que j'ai appelée la technique des avatars, hein, c'est-à-dire qu'on met des figures qu'on va médiatiser de manière extrêmement qui sort de nulle part. C'était pas là avant, c'était pas là il y a 10 ans, on ne sait pas d'où ils viennent, etc. D'un coup, il y a une inflation médiatique sur ces profils. Ils récupèrent, par exemple, moi, on va récupérer donc des phrases, etc. Et puis on va en même temps les coller à des associations avec lesquelles je suis en désaccord complet en fait, où on va coller ça à l'enfant et une sexualité, etc. Alors, je suis en désaccord complet, donc on va créer de la confusion, de l'amalgame, du brouillage de pistes, ou ça peut être encore des gens avec qui je n'ai aucune affinité, avec qui je n'ai jamais parlé, qui vont réclamer, se dire mon ami, etc., et qui vont raconter n'importe quoi. Ils sont peut-être tout aussi dangereux que ceux qui vont mener les campagnes de calomnie en se disant me connaître très bien et dans le même temps raconter que des salades et des mensonges absolument épouvantables. Mais ce dont on se rend compte, c'est que c'est une industrie et que c'est une industrie qui fonctionne très bien, une industrie qui est financée et une industrie qui est là pour empêcher l'expression de toute réelle opposition active et efficace. Donc voilà, C'est une machine et de ça je guerre. l'ai découvert à 20 ans. Hein. C'est une machine de guerre, c'est réellement le nerf de la guerre, c'est l'opposition contrôlée. D'ailleurs, je fais une vidéo là-dessus où j'ai inclus ton passage sur le syndicat jaune, j'ai inclus aussi notre ami Alain Cholet sur Raoult et compagnie, et Perron, et donc ces discours qui sont très très médiatisés, et pour cause, puisque les algorithmes leur donne le vent en poupe, leur met le vent en poupe pour qu'ils soient le plus écoutés. Et c'est vrai que quand j'ai osé aller aux manifs anti-pass nazitaires dans les années 2022, 2021, je crois, 2022, eh bien, je ne voyais que des gens qui ne juraient que par ces noms d'opposants contrôlés, que je ne vais pas citer, mais que j'ai cité dans ma dernière vidéo, mais tout le temps, tout le temps. Alors, je leur expliquais individuellement, mais c'est un travail de malade. Sur le terrain, ça rapporte rien, puisque tu parles à une personne qui va pas te croire, qui va pas te comprendre, t'es qui toi, etc. Surtout moi, j'ai pas, tu vois, j'ai pas comment dire, de parcours en rapport avec ce dont je parle. Tu vois, moi, une maîtrise d'anglais et puis un diplôme de commerce. Je veux dire, je suis pas un clinicien pathologiste et psychiatre, tu vois, donc, et psychologue. Donc, les gens qui ont vraiment je veux dire, le parcours intellectuel et éducatif pour avancer les arguments que tu avances, là, tu es beaucoup plus dangereuse, toi, par exemple, que moi-même qui n'ai aucune exposition médiatique. Il a fallu que juste d'appuyer sur deux boutons, trois strikes sur deux chaînes YouTube et il n'y a plus personne. Tu vois, j'ai deux chaînes YouTube qui ont 3 4 000 abonnés alors que j'en avais beaucoup plus avant. Donc c'est facile de me faire taire, moi. Ils n'ont pas besoin de me menacer physiquement ou de... voilà. Et en même temps, je connecte tous les points dérangeants de cette réalité. Et c'est là où le bas blesse, parce que les gens sont compartimentés, et surtout côté français, francophone, je trouve que côté anglophone, ça relie beaucoup plus les points.
que ce soit sur tous les sujets hein, à exploiter. Les Français, c'est politique là, la sexualisation des enfants par-ci, le paranormal là, l'ingérence exogène par là-bas, la prévie ici. En fait, rien que dans mon film, j'ai tout relié dans mon film sur la prévie. Mais malheureusement, dans cette réalité, tous les points sont à relier, puisque ce sont les mêmes dirigeants et les mêmes think tanks, les mêmes groupes de réflexion qui gèrent toute cette réalité. Hein, que ce soit la politique, l'exogène, la santé, les droits sur les enfants, la pédophilie, la justice, ou que je dirais l'injustice, tout est lié, ce sont les mêmes en haut au pouvoir central. Donc c'est là où, finalement, moi, je trouve pas une oreille vraiment accueillante auprès du public francophone, sauf pour quelques milliers, on va dire. Mais toi, dans ton domaine, au moins, tu risques d'alerter, tu vois? Oui, mais même pas parce que pour différentes raisons. Et la première, c'est que les gens ne font pas l'effort Hmm. de se clarifier eux-mêmes les idées. C'est-à-dire qu'on peut apporter tout ce qu'on veut dans le livre avec Régis et il y a tout. Je crois Hmm. on peut pas faire plus complet comme ouvrage. Euh, Parfois, par exemple, il m'a été reproché de ne pas m'associer à telle personne ou à telle association, mais c'est que les gens n'ont pas lu le travail. Hmm. Comment moi, qui dis que l'enfant n'a pas de sexualité, je peux m'associer avec quelqu'un qui dit que l'enfant a une sexualité? Il y a un minimum de cohérence. Comment moi, qui dénonce l'éducation sexuelle de manière cohérente, parce que moi, je cherche, on ne peut pas prendre en défaut de cohérence depuis des années. Donc, je n'ai pas varié de discours. Quand je dis éducation sexuelle, c'est un terme qui est sorti de Kinsey. On doit le refuser parce que ça ouvre des espaces psychiques qui sont dangereux. Comment je vais accepter une bonne, entre guillemets, éducation? Et m'allier à des gens qui sont là-dedans, il faut un minimum de cohérence. Hmm. Et donc, en fait, les gens te disent, oui, mais, ah oui, mais ils sont médiatisés, donc ils sont bien. Mais oui, non, mais justement, s'ils sont médiatisés, tu poses les questions. Et il faut donc, on est les méchants qui ne voulons pas nous unir. Alors, par exemple, c'est stupéfiant. Il y a des gens qui mentent effrontément en public, etc. Il y en a qui ont dit que Régis Bruno avait écrit un autre livre sur le sujet. Il n'a écrit aucun autre livre, en fait. C'est avec moi. Mais si les gens ne regardent pas, et puis euh, on n'imagine pas le culot de ces mensonges. C'est-à-dire que, eh ben, on y va, de toute façon, plus c'est gros, plus ça passe, hein, on sait. Donc, comme les gens ne vérifient pas, et bien ensuite, on est accusé de ne pas faire corps, hein, la résistance unie. Mais je ne vais pas m'unir à mon contraire. Enfin, je veux dire, d'un point de vue intellectuel, ça n'a aucun sens. Voilà. Hein, Hmm. point de vue du mariage, c'est dans notre sens. Du point de vue intellectuel, ça n'a aucun sens. Je ne vais pas m'unir avec exactement la pensée contraire à la mienne, qui est celle de l'OMS. L'enfant a une sexualité. L'éducation sexuelle, c'est bien. Oui, selon les âges et tout. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Le terme, il faut l'enlever. Ce n'est pas de la prévention, ce n'est pas de la protection de l'enfance. Et donc, tous ces amalgames, cette confusion, fonctionnent très bien chez des gens paresseux ou qui Hmm. n'ont pas le temps et qui consomment. Mais comme la majorité maintenant sont devenus des consommateurs qui pensent que parce qu'il y a trois mots-clés, c'est la même chose, Hmm. on est mal parié. Parce que ça veut dire qu'on n'a plus affaire à des adultes responsables, on a affaire à des adultes qui consomment. Ils sont dans un état régressif. Et donc, ce n'est pas si évident que cela, en fait, non plus. Même avec, on va dire, l'autorité, les arguments. Nous, avec Régis Bruno, nous attendons d'être des contre-arguments à ce que nous avons argumenté. C'est simple, nous argumentons. Ça veut dire quoi? Nous disons, voilà, ceci et cela, parce que, et nous donnons toute une série d'arguments. Hmm. C'est aussi parce qu'on m'a reproché de citer Freud, mais nous expliquons dans l'ouvrage en quoi, en fait, Freud ne peut pas être utilisé comme argument d'autorité pour l'éducation sexuelle. Quand même important, c'est une bonne nouvelle, hein. Les Hmm. gens devraient être contents de cette affaire. Il n'y a pas d'argument d'autorité pour l'éducation sexuelle. Il n'y a Kinsey. Donc ce n'est pas un argument Hmm. d'autorité. C'est tout. Il n'y Hmm. a aucun dans le corpus de la psychologie de l'enfant. Rien. Rien. Même pas Freud. Rien. D'accord? Donc on l'explique sur de longues pages, et bien malgré ça, les gens me disent: Ah, c'est épouvantable, Freud, un occultiste, dont Bernays était le neveu. Hmm. Mais enfin, vous avez quel niveau intellectuel? À un moment donné, vous ne pouvez pas lire les pages et on regarde les arguments que nous avons avancés. Donc on prend des Hmm. briques comme ça. Alors bon, le fait que son neveu était Bernays qui faisait de la propagande, ça en ferait le père de l'éducation sexuelle. Mais chez les fous, moi je suis désolée, je ne peux pas faire société avec ces gens-là. Je ne peux pas faire société avec ces gens-là.
mm. La rationalité a déserté. Et si la rationalité a déserté, eh bien nous sommes dans l'irrationnel. Et l'irrationnel, on sait où ça nous conduit. Ah oui, aux Et on- guerres, aux pulsions, à la primarité des gens. Donc nous, ouais, nous c'est attendons le. des contre-arguments. Et personne ne vient nous en opposer. Mm. C'est-à-dire, on ne nous met pas en situation de débat. Nous, nous attendons ça. Et on ne nous donne pas cette situation. Pourquoi? Parce que je pense que nos arguments sont difficilement contestables. Mm. Ah, mais c'est pareil, moi j'attends des contre-arguments, mais les seuls contre-arguments que je reçois de la part de gens qui disent ouais, mais il dit tout pareil que toi. Enfin bon, le diable se cache dans les détails, mais même pas les détails, même les grandes lignes. Je veux dire, c'est pas parce que le gars ou la personne en question dit deux, trois choses que moi j'ai dites avant. Souvent d'ailleurs, et après dit tout le contraire dans le reste de son argument. Moi, c'est on me reproche, ah oui, t'es pessimiste, tu vois tout en noir, tu vois le mal partout. C'est pas un contre-argument, ça montre-moi qu'on se dirige vers ta nouvelle terre de New Age, afficher la cinquième dimension, tout va bien, le niveau de la Terre, les fréquences augmentent. On va tous être libérés par par un gars en cravate rouge et une perruque blonde et un teint orange qui travaillent pour les galactiques et qui vont envahir tous les pays du monde qui ont du pétrole. Non, mais c'est vrai, on est chez les fous. Franchement, quand on regarde bien, euh, où est l'espoir là-dedans? Alors peut-être qu'on peut citer ta séquence finale justement de ton chapitre final qui dit que l'amour est une. Parle-nous un peu de ta définition de l'amour contre la perversion finalement dans ton dernier chapitre où tu parles de l'amour comme solution pour protéger l'enfant. Je crois que c'est dans l'amour que le parent a pour son enfant qu'il trouvera le courage de le protéger, enfin, Mm, tout simplement. mm, Hein. mm, Donc, et nous savons aussi à quel point les univers pervers sont des univers sans tendresse. Hein. Donc, il faut évidemment regarder que ce qui lutte contre la perversion, c'est la mm, tendresse qu'on peut avoir pour les enfants en général. D'ailleurs, il y a plein de gens qui n'ont pas d'enfants et qui sont d'ailleurs plus préoccupés parfois que les parents eux-mêmes et qui me disent mais c'est incroyable, etc. Donc, je crois que c'est dans, dans cet amour, effectivement, que peut se retrouver ce courage. Peut-être que l'espoir, il serait là. Hein. mm, mm, Mais mm, d'ailleurs, l'amour des enseignants pour... moi, je ne suis pas contre les enseignants, je fais partie d'une famille d'enseignants, mais jamais, au grand jamais, euh, 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 mes parents, grands-parents, etc., oncles et tantes, n'auraient pratiqué cette éducation sexuelle. D'ailleurs, de toute façon, ils me disent suffisamment ce qu'ils en pensent. Je veux dire, quand on aime les enfants, on ne les expose pas à ça. Voilà. mm. Quel levier concret, mais tu en as parlé, hein, reste accessible aux parents aujourd'hui pour vraiment euh, protéger leurs enfants et peut-être créer des espaces de parole hors cadre institutionnel, par exemple. Tu vois, qu'est-ce qu'il leur reste comme. Lire le livre, parce qu'il Oui. faut Mm, arriver en ayant dépoussiéré son esprit des différentes confusions permanentes dans lesquelles nous sommes plongés. Donc ça, mm, c'est mm, extrêmement important. C'est la raison pour laquelle nous avons écrit ce livre qui est extrêmement complet. Un développement biologique, développement physiologique, développement psychique, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est en jeu dans ces cours, dans cette séduction, qui, je le rappelle, parce qu'on n'en parle jamais, on focalise à chaque fois sur l'école, concerne toutes les structures socialisantes des enfants. Hein, donc cette concentration, c'est-à-dire les loisirs, etc. À n'importe quel moment, en fait, ils peuvent avoir des cours de sexe. Et il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça vient du ministère de la Santé, pas du ministère de l'Éducation nationale. Tant qu'on envoie sur le ministère de l'Éducation nationale, on est en train d'envoyer les gens sur une voie de garage. Ça fait des années que je le répète, des années. Donc après, moi, je conseille vraiment de se rapprocher d'Honest pour avoir, voilà, en tout cas les actions à faire. Après, de mon expérience, de ce que me renvoient les gens, il y a quand même peu de parents qui ont une prise de conscience et qui se disent dans une classe qu'ils vont faire quelque chose. Hein. C'est assez compliqué, mais ce n'est pas parce que c'est compliqué que c'est impossible. Et encore une fois, que dira-t-on à son enfant plus tard? mm. Hein. Ouais, absolument. Voilà. Mm. Merci beaucoup, Ariane. C'était vraiment génial et c'était un vrai plaisir de t'avoir, après toutes ces années, toujours au combat et à l'affiche. Donc, ton livre est juste derrière moi, là, de l'autre côté. Et je mettrai toutes les coordonnées pour l'obtenir sous la vidéo. Et puis,
Bah, courage à toi et à Régis hein, aussi, et puis à Virginie, qui combattent dans les mêmes tranchées. Et bon, je conseille à tous les auditeurs et web spectateurs d'aller lire ton livre et les précédents, et de regarder aussi nos interviews précédentes sur ces sujets. Et puis un hommage aussi à Judith Reisman qu'on avait monté hein, grâce à Sigolène aussi qui avait traduit McCarthy, qu'on salue. Et voilà, que tout le monde reste uni malgré les efforts de ce syndicat jaune à nous désunir et à nous faire sombrer dans l'oubli. Voilà. Voilà, donc Le sexe n'est pas un jeu d'enfant et l'imposture des droits sexuels, hein, cinquième réédition 2022, préface Judith Reisman et Régis Bruno. Hmm. Donc voilà, effectivement, deux ouvrages, à mon avis, absolument indispensables pour comprendre, plus évidemment celui de Virginie, l'autre aussi de Régis Bruno, comprendre ce dans quoi on est, et la troisième édition de Psychopathologie de la pédophilie qui va apparaître cette année et qui permet de comprendre, hein, parce que pour parler de pédophilie, il faut quand même parler de savoir de quoi on parle. Hein. Et pourquoi d'ailleurs nous n'employons pas le terme pédocriminalité? Ben, parce que de toute façon, ça fait partie de la littérature scientifique, pédophilie. Jusqu'à preuve du contraire, j'explique aux gens, la pathologie, c'est de réclamer aimer les enfants, mais la psychiatrie, elle fait pas du pénal. Donc on n'est pas dans la pédocriminalité, il ne faut pas encore tout mélanger, c'est important. Nous, on s'intéresse à regarder, donc c'est pour ça qu'on conserve ce terme. J'ai pas de, il est classé dans les paraphilies, c'est les manières d'aimer de travers ou à l'envers. Donc oui, oui, on aime à l'envers quand on prétend aimer les enfants en les sexualisant, en les agressant sexuellement. On Voilà. voit que l'exemple vient d'en haut, mais bon, je ne citerai personne. À la tête de notre État, voilà, qui a commencé très tôt. Voilà, les abusés deviennent abuseurs. Et malheureusement, c'est un peu le cycle répétitif de ces enfants abusés qui sont formés, dissociés, pour devenir après des dirigeants qui vont abuser autrui. Et tu vois, ces familles comment dire, je ne peux pas dire consanguins, mais ces familles de sang qui sont perverties de génération en génération, qui tiennent toujours les lignées du pouvoir mondial. Et je pense que tant qu'on s'en sera pas débarrassé, je ne sais pas si c'est près de craquer ou que une prise de conscience d'une masse critique soit possible. En tout cas, elle est souhaitable, mais je ne suis pas très optimiste quant à l'avenir de cette réalité qui se dirige tout droit vers une fin de cycle et avec tout ce que ça comporte comme événement traumatique. Le tout, c'est ne pas se faire recycler. Voilà. Bravo Ariane, à très bientôt sur Et ta chaîne et la mienne. Et à bientôt. Merci Marc. bravo. Merci aux Au auditeurs. revoir. Merci. Au revoir.